Merci. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être présent ce matin du coup pour le webinaire Marché public, un levier pour votre croissance. Donc, il aura lieu donc de 10 heures à 11 heures. Donc, après une courte introduction, vous aurez donc une présentation donc de tout ce qui est qu'est-ce qu'un marché public, donc par Stéphane Pastor, qui est donc coordinateur du réseau Commande publique Grand Est chez Grand Est Développement. N'hésitez pas au cours de sa présentation à poser des questions dans le chat, hein, je les noterai et on aura une courte session de questions-réponses à la fin de sa présentation. Voilà, je vais donc laisser la parole du coup à Isabelle Schutzkun, qui est donc DGA, mais également responsable de la BU Centre de ressources et de transformation. Isabelle. Merci Julien. Bonjour, bonjour à tous. Ravi d'introduire ce webinaire et de commencer par le partage d'une information qui, j'espère, est bien arrivée chez vous. Et tu peux aller directement à la slide suivante, Jérémy. Non, c'est Julien, c'est toi qui passes les slides, je pense. Donc voilà, donc je voulais immédiatement introduire ce webinaire par l'information du début de cette semaine qui, j'espère, est bienvenue jusque chez vous puisque au-delà de communications génériques qui ont été faites sur les réseaux, il y a eu une communication dédiée pour l'ensemble de nos offreurs de solutions. C'est le changement de nom de Grand Innov Plus, puisque depuis le 21 juillet, notre nouveau nom est Grand Est Développement, l'Agence régionale des transformations. En fait, ce changement de nom, et on le verra par la suite, n'impacte pas nos missions au quotidien, mais vient affirmer en fait un positionnement de l'agence au regard de l'évolution de ses missions depuis quelques années, et vient également poser en fait sa filiation très forte avec la région Grand Est. Donc, dans les jours, les semaines qui viennent, petit à petit, l'ensemble de nos supports vont évoluer. Aujourd'hui, ce webinaire est encore brandé Grand Innov Plus, Grand Est Transformation, voilà, eu égard au délai. Mais voilà, tout ça, petit à petit, va bien évoluer vers Grand Est Développement, d'une part, au niveau de l'agence, et concernant tout particulièrement Grand Est Transformation, notre nouvelle dénomination maintenant est Grand Est Développement Solutions. Donc on retrouve la base, Grand Est Développement Solutions, parce que en fait les JET, les Grand Est Transformation, s'adressent à vous. Donc on est vraiment dans une logique à travers ce changement de marque de renforcer également les communications, les services que nous avons auprès d'un certain nombre de cibles dédiées. Vous, en premier lieu, offreur de solutions avec Grand Est Développement Solutions, mais vous verrez sans doute des communications également sous l'égide de Grand Est Développement Accompagnement, Grand Est Développement International et Grand Est Développement Territoire, ce qui représente les 4 cibles de Grand Est Développement. Donc voilà, les changements, vous les verrez apparaître au fil de l'eau, sur LinkedIn, via les sites web qui commencent à les introduire, mais ça va aller de plus en plus loin dans les jours et les semaines qui viennent. Donc voilà l'information de base, d'entrée en matière, et je voudrais la compléter par le rappel du positionnement de l'agence, donc la slide suivante, qui est ce positionnement d'agence régionale au service de la transformation. Transformation autour des 3 piliers que sont le numérique, l'environnement et l'industrie. Transformation des entreprises, mais également des territoires du Grand Est. Donc on est vraiment sur une approche globalisée au niveau de la région, avec pour ADN premier de renforcer les offreurs de solutions de transformation. Donc c'est tout le travail que nous faisons avec vous
Et pour vous, en tout cas, je l'espère que c'est bien comme ça que vous le percevez. Donc d'être à vos côtés pour faire en sorte que nous ayons les offreurs de solutions qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de transformation des organisations de la région Grand Est. Tout ceci, nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons avec les partenaires de l'écosystème d'innovation et de développement, en particulier ceux qui agissent au plus près du tissu économique local. Et parmi ces partenaires, on retrouve bien entendu les agences de développement économique, on va retrouver les chambres consulaires, pour exemple. Donc on est vraiment dans cette logique-là, collaborative, collective avec eux. Tu peux aller à la slide suivante. Ça se traduit par 3 grands axes, 3 grands leviers d'action. Le premier qui concerne les solutions innovantes, donc le soutien à l'offre de solutions de transformation. On va y venir un petit peu plus loin, puisque c'est l'objectif de Grand Est Développement Solutions. Le sujet de l'attractivité, dans l'objectif de renforcer l'attractivité de la région Grand Est et réindustrialiser le territoire. Donc on parle beaucoup de prospection internationale, on parle du sujet du foncier, d'animation d'écosystèmes, de transformation des territoires également. Et le troisième axe regroupe un certain nombre de projets stratégiques. Donc nous avons vocation à accompagner ces projets structurants à fort enjeu, certains étant des dispositifs régionaux que nous opérons, en particulier autour de la commande publique, donc le réseau de commande publique, qui est le cœur de ce webinaire, mais également le sujet de la cybersécurité avec le CSIRT, donc le centre de traitement des incidents cyber. Donc voilà en quelques mots les 3 axes de la stratégie de Grand Innov+. Et donc pour aller plus en avant sur le sujet des offreurs de solutions, vous êtes aujourd'hui plus de 330 offreurs de solutions référencés autour des 3 piliers que j'ai mentionnés, numérique, industrie, environnement. L'ensemble des offreurs de solutions sont visibles via le site grandesttransformation.fr. Si tu peux aller à la slide suivante. Donc, les offreurs de solutions sont fédérés à travers les centres de ressources de transformation, qui sont de trois types, numérique, environnement et industrie, et qui est initialement adressé surtout les entreprises, mais vont également maintenant adresser les collectivités. Alors, qu'est-ce qu'on apporte à travers nos centres de ressources de transformation? C'est une proposition de valeur autour de 4 axes stratégiques. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire pour vous. C'est soutenir votre innovation, parce qu'il est important que vous soyez toujours au meilleur niveau de l'état de l'art. On est souvent sur des domaines qui avancent très rapidement, donc il faut veiller à ne pas rater le fil pour être toujours en mesure de répondre aux besoins des entreprises. On sait que votre développement ne peut pas se faire sans disposer de talents qui ont les compétences nécessaires à l'instant T, mais également d'être en mesure d'anticiper les besoins en matière de compétences. C'est notre deuxième axe de proposition de valeur. Et ensuite, nous avons vraiment 2 leviers que nous développons pour vous autour de la croissance, avec un zoom particulier sur l'internationalisation. L'ensemble de cette proposition de valeur se décline à travers des services qui se veulent collectifs, donc à travers les communautés d'offreurs de solutions, mais également individuels. Donc c'est quelque chose qui a commencé à être déployé l'an dernier à travers vraiment une recherche
de la connaissance la plus approfondie de chaque offreur, dans l'idée d'identifier ses enjeux et ses besoins et d'être en mesure de le soutenir à travers un accompagnement que nous pouvons réaliser pour certaines parties en propre au sein de l'agence, mais également de l'accompagnement qui peut être fait à travers de la mise en relation avec des partenaires, mais toujours dans cette logique d'accompagnement sur mesure. Tu peux aller à la slide suivante. Et donc, au final, qu'est-ce qu'on va faire également? Qu'est-ce qu'on vous apporte quand on parle de croissance? C'est du business aussi. C'est d'être connecté aux projets des entreprises, en lien notamment avec les parcours de transformation, mais pas que, en étant visible à travers des événements. Je l'ai précisé, c'est cet accompagnement sur mesure pour vous aider à vous développer. C'est mettre à votre disposition des ressources sur des sujets bien particuliers et vous permettre également d'accéder à des dispositifs, notamment de soutien financier à travers des appels à projets bien ciblés. C'est de vous permettre aussi, à travers la communauté, d'être mis en relation avec d'autres offreurs, d'autres partenaires. C'est important parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a des besoins qui sont de plus en plus complexes et que c'est pas toujours un offreur tout seul qui peut y répondre. Il y a également des enjeux pour certains offreurs de monter en compétence sur des thématiques portées par d'autres offreurs. Donc c'est vraiment cette mise en relation entre offreurs que l'on cherche à faire également. Et au global, vous permettre d'améliorer votre visibilité. Alors, bien sûr, principalement au niveau régional, mais pas que. On souhaite vraiment également vous permettre d'être visible au niveau national et également européen à travers les actions que l'on mène à ces niveaux-là. Et pour terminer, je crois que c'est la dernière slide. Si vous voulez en savoir plus, j'ose espérer que vous les connaissez. Ce sont les responsables de chaque centre de ressources et d'expertise, donc que vous voyez ici, donc Caroline Ray pour l'environnement, Guillaume Georger le numérique et Thomas Amstutz l'industrie. Guillaume étant parmi nous aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention pour ces propos introductifs. S'il y a la moindre question, notamment par rapport au changement de nom, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Et je donne la main, je crois, à Stéphane. Et pour ma part, je vais être obligée de vous laisser. Je suis attendue dans un autre rendez-vous. Et je vous souhaite un bon webinaire et une bonne journée. Voilà. Merci Isabelle, merci beaucoup pour cette introduction. Du coup, Stéphane, pourrais-tu juste partager ton écran juste pour voir. Ouais, c'est ce que je vais faire, ouais. Merci. A priori, il y a des N'hésitez pas problèmes après à nous dire d'affichage, si vous évidemment. voyez l'écran ou pas, parce que du coup, j'ai vu qu'il y en a qui ne voyaient pas le partage d'écran, ce qui est un peu bizarre, mais on va essayer de régler ce problème rapidement. Faut peut-être juste remonter à la slide 12, s'il te plaît, Stéphane. Ouais. Je suis en train de le faire. Du coup, les personnes qui ne voyaient pas la présentation, est-ce que maintenant vous la voyez? Ouais, on en est là. Très bien. J'attends juste qu'ils répondent et on pourra continuer. Ok, je pense que c'était le fait de présenter dans Teams, effectivement. C'est peut-être trop problématique. Bah écoutez, si tout va bien, merci beaucoup pour votre retour. Et du coup, Stéphane, je te laisse un peu introduire le webinaire. Comme dit, on fera une session de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et puis je les remonterai à Stéphane à la fin de ce webinaire. Ouais. Bon webinaire à tous. Bonjour tout le monde. Rapidement, je me présente, Stéphane Passor. Moi, je suis coordinateur du réseau Commande Puits Grand Est, donc chez Grand Est Développement, puisque Isabelle vous a annoncé le changement de nom de l'agence. Alors, on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, puisqu'il y a déjà eu un temps de présentation assez large sur l'agence.
Moi, je voulais simplement vous dire que voilà, le réseau aujourd'hui, il existe depuis 4 ans. Il est constitué d'un certain nombre de partenaires répartis à l'échelle du territoire, hein, dont j'affiche les logos ici. On est aujourd'hui 18 membres fondateurs de ce réseau et on s'est regroupé pour proposer aux entreprises un dispositif d'accompagnement sur les marchés publics avec deux objectifs. Le premier est de faciliter votre accès à la commande publique, à vous, entreprises offrant de solutions du Grand Est, mais aussi de favoriser le dialogue entre les entreprises et les acheteurs publics, parce qu'on sait que c'est un point important de la commande publique, hein, qu'on parfois sous-estime, mais de discuter avec les acheteurs publics, avec vos clients potentiels, pour comprendre comment ils fonctionnent et comment vous pouvez vous positionner sur les opportunités de marché qui pourraient s'offrir à vous, hein. Donc ce dispositif, il est initié par la région et l'État et il est soutenu financièrement par la région Grand Est et opéré donc par Grand Est Développement depuis 4 ans. Pour déployer nos activités, on s'appuie sur un réseau de ce qu'on appelle des points info commande publique. Donc, ce sont des personnes formées à la commande publique et qui sont réparties sur tout le territoire du Grand Est. Aujourd'hui, on est en nombre de 26, hein, la slide n'est pas tout à fait à jour, mais on a 26 points info qui sont répartis sur tout le territoire du Grand Est et qui sont là pour répondre à vos questions sur la commande publique et également pour animer le dispositif en termes d'événementiel et de rencontres entre des acheteurs et des entreprises. Alors, je vous signale tout de suite, le support vous sera diffusé, donc pas de souci, vous aurez les coordonnées de toutes ces personnes-là si vous souhaitez les contacter ou si vous avez des questions sur les marchés publics auxquels vous souhaitez obtenir des réponses de proximité. Alors, qu'est-ce qu'on fait au sein du réseau? On a une grosse activité autour de l'événementiel, hein, puisqu'on organise beaucoup de webinaires, d'ateliers pratiques, de masterclass autour de la commande publique, et notamment beaucoup de rencontres acheteurs entre des entreprises et des acheteurs pour créer du lien et que vous puissiez rencontrer sous format de speed meeting, hein, des acheteurs publics qui pourraient vous intéresser dans votre prospection commerciale. On a déployé un certain nombre d'outils aussi à destination des entreprises, alors que ce soit des guides, hein, des guides pratiques ou une plateforme dont je parlerai tout à l'heure qui s'appelle Apogée, qui vous permet de récupérer tous les appels d'offres qui sont publiés à l'échelle du Grand Est. Et on anime également d'autres dispositifs que je vous mentionne rapidement, notamment une charte à destination des acheteurs publics pour améliorer leur pratique achat, où là, il y a eu près d'une centaine d'acheteurs publics qui sont engagés dans ces démarches d'amélioration et de simplification d'accès à la commande publique pour vous permettre de mieux comprendre et de plus facilement répondre au marché. Voilà un petit peu ce qu'est le réseau. On a un site internet dont l'adresse vous sera communiquée également, hein, commandepublique-grandest.fr, où vous allez retrouver l'ensemble des informations que je viens de vous donner et où vous pourrez aussi vous inscrire et participer aux événements qui sont organisés par le réseau dans la rubrique agenda du site. Alors, pour rentrer rapidement, enfin, quelques chiffres autour de la commande publique dans le Grand Est, hein. Voilà. Alors, chaque année, il y a des statistiques qui sont sorties par Bercy sur la commande publique. Alors, les derniers chiffres dont on dispose font état de 170 milliards d'euros qui ont été dépensés en 2023 par la commande publique. Ça représente à peu près 7 milliards 6 dans le Grand Est. Donc c'est une manne d'argent assez importante et qui est accessible finalement aux opérateurs du territoire parce que les marchés publics, ça couvre tout type d'achat, hein, bien sûr tout ce qui touche au bâtiment, mais aussi l'équipement des collectivités et tout ce qui permet de mettre en œuvre les politiques publiques, hein. Donc un large choix d'achat, de segments d'achat sur lesquels vous pouvez vous positionner et éventuellement trouver des opportunités. À l'échelle du Grand Est, c'est à peu près 18 000 consultations qui sont publiées par an. Et ce sont environ 8 000 acheteurs qui sont recensés à l'échelle du Grand Est. Donc voilà des chiffres qui sont parfois pas connus, mais qui, je pense, méritent de représenter un petit peu ce qu'est la commande publique à l'échelle du territoire.
Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du cadre institutionnel des marchés publics et vous donner quelques trucs et astuces, on va dire, pour appréhender les marchés publics et comprendre comment se positionner et répondre à des offres, hein. Alors, premier élément, bah, tout simplement, qu'est-ce qu'un marché public, hein? Mais ça, je pense que vous le savez, hein, c'est simplement un contrat qui est conclu entre un acheteur public et un opérateur économique pour répondre à un besoin en matière de travaux, fournitures, services. Et tout cela en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. Alors, ce qui est important dans cette définition, c'est que quelle est la notion d'acheteur public? On y reviendra tout à l'heure. Mais aussi, entre un ou plusieurs opérateurs économiques, ça sous-entend que vous pouvez répondre seul ou avec d'autres entreprises. Et certainement la chose la plus importante à comprendre dans cette définition, c'est de répondre à un besoin. Et ça, c'est quelque chose en fait, qui est vraiment, typique, de la commande publique. C'est que la réponse de l'entreprise doit coller au besoin qui a été exprimé par, l'acheteur public dans un cahier de charges. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment le principe de base qui guide en fait votre réponse et votre positionnement sur les marchés publics, répondre à un besoin. Alors, qui sont ces fameux acheteurs publics? Alors, on les appelle en termes techniques pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice selon leur cadre juridique. Déjà, ça peut être des personnes morales de droit public, mais aussi des personnes morales de droit privé qui répondent à des caractéristiques, hein, notamment que l'activité soit financée par un pouvoir adjudicateur, donc ça va par une collectivité, que la gestion soit soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur, et que l'organe d'administration est composé de membres désignés par un pouvoir adjudicateur. Alors ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire simplement que un certain nombre d'opérateurs privés qui sont ou financés ou administrés par des collectivités entrent de plein droit dans le code de la commande publique et sont donc soumis aux règles du marché public. Donc des structures comme la nôtre, un grand test développement, on est soumis de plein droit au code de la commande publique et donc tous nos achats répondent à des marchés publics et on est obligé de mettre en concurrence et de respecter les règles de la commande publique pour tous les achats qui sont réalisés. Entre également dans le champ de la commande publique tous les opérateurs de réseau, que ce soit le gaz, l'électricité ou autres, sont aussi soumis au code de la commande publique. Vous voyez qu'il y a un large panel de clients potentiels. Et depuis la réforme des textes en 2016, les structures de droit privé entrent aussi dans le champ de la commande publique. Euh, Tout le code de la commande publique repose sur trois grands principes: égalité de traitement des candidats, libre accès à la commande publique et transparence des procédures. C'est vraiment ça qui a guidé l'ensemble des achats publics. Et c'est toujours intéressant de l'avoir en tête, et notamment pour les achats dont je parlerai tout à l'heure, en dessous des seuils qui permettent une contractualisation en gré à gré, sous réserve bien sûr de respecter ces principes de la commande publique. Alors le point de départ de tout positionnement sur ces marchés, c'est de connaître les opportunités et de sélectionner les marchés qui vous intéressent. Donc ce que je disais en introduction, 18 000 marchés par an, ça représente à peu près 1500 consultations qui sont publiées chaque mois à l'échelle de la région Grand Est. Et quand je dis 1500, derrière, ça va regrouper plusieurs dizaines de milliers de marchés, hein, puisqu'un certain nombre de ces consultations sont alloties et sont composées de plusieurs lots qui vont donner lieu à la signature de plusieurs contrats. Donc on parle de 1500 consultations, mais derrière de plusieurs dizaines de milliers de marchés qui sont signés chaque mois. Les 8000 acheteurs, ils représentent quoi? Déjà les plus de 5000 communes du Grand Est, mais aussi les Comcom, les départements, les offices HLM, les collèges, les lycées, les EHPAD, enfin je ne vais pas tous les détailler, mais vous avez un petit peu là la diversité des acheteurs publics qui sont actifs dans le Grand Est et qui peuvent être pour vous des cibles dans vos prospections et dans les marchés que vous pouvez cibler. Euh, alors,
Première information en termes de réglementation, le code de la commande publique impose aux acheteurs publics d'informer les opérateurs économiques des marchés qui sont passés. L'information qui est publiée se fait sous plusieurs critères. Il y a un critère de montant du marché, mais il y a aussi un critère par type d'acheteur. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble des marchés au-delà de 40 000 euros hors taxes font l'objet d'une publicité. Donc vous allez les retrouver sur des supports qui peuvent être la presse, la PQR, qui peuvent être des revues spécialisées par exemple, ou d'autres. Au-delà de 90 000 euros, c'est un autre seuil déclencheur qui impose une publication sur un support qui s'appelle le Bulletin officiel des annonces de marché public, hein, c'est le BOMP, où là une publication obligatoire pour les marchés de plus de 90 000. Et ensuite, pour les marchés plus importants qui sont au-delà des seuils européens, donc là, pour les travaux, par exemple, c'est plus de 5,5 millions d'euros, on a une publication obligatoire sur le journal officiel de l'Union européenne. Donc, vous voyez que selon la taille du marché, selon la nature des prestations achetées et selon le type d'acheteur, on a des obligations de publicité qui sont différentes et variées. Et donc, pour une entreprise, ça devient compliqué, en fait, de trouver et d'avoir une vision à 360 degrés sur l'ensemble des publications. Ce qu'il faut retenir sur tous ces seuils, c'est que euh, avec les obligations de dématérialisation des marchés publics, hein, puisqu'aujourd'hui, toute procédure au-delà de 40 000 euros est obligatoirement dématérialisée, l'ensemble des marchés de plus de 40 000 euros, vous allez les retrouver sur une plateforme Internet, sur ce qu'on appelle un profil acheteur. Chaque acheteur public a obligation de s'équiper d'un profil acheteur et de publier ses marchés sur cette plateforme. Alors aujourd'hui, il y a énormément de profils acheteurs qui existent à l'échelle du Grand Est. Donc la difficulté pour vous, ça va être de cibler les sites internet, les plateformes qui vous intéressent pour repérer et être informé des consultations qui sont passées. Alors vous pouvez aller sur le site de la région Grand Est, vous pouvez aller sur le site de l'Eurométropole de Strasbourg par exemple ou du Grand Rhin. Vous aurez accès et vous aurez accès à leur marché via leur profil acheteur. Alors, nous, on a mis en place, avec le financement de la région, il y a maintenant 4 ans, une plateforme qui s'appelle apogée.org pour appel d'offres Grand Est, qui va vous permettre justement par un seul outil, une seule plateforme, accéder à l'ensemble des publications du Grand Est. Donc je vous invite à consulter ce site internet hein, dont l'adresse s'affiche à l'écran, sur lesquels vous pouvez vous inscrire, créer un compte, créer des alertes qui reposent sur un principe de mots-clés et être informé des dernières consultations qui sont passées dans tout le Grand Est et qui vont vous épargner le fait de surveiller plusieurs sources, plusieurs sites internet. Cette plateforme, elle est entièrement gratuite et vous pouvez donc l'utiliser comme bon vous semble. Euh, Donc une fois que vous avez la prochaine étape, hein, la première étape c'est d'être informé, de trouver l'information. Une fois que vous avez été informé, que vous avez reçu vos alertes mail, que vous avez peut-être identifié une consultation, un marché qui peut vous intéresser, la prochaine étape ça va être de décider de répondre ou pas. Hein. Donc comment faire mon choix, comment essayer de me dire le marché il est pour moi, je vais me positionner, je vais répondre. Alors, la première étape, ça va être de télécharger ce qu'on appelle le dossier de consultation des entreprises. Donc, là aussi, vous allez devoir vous connecter sur le profil acheteur, sur la plateforme Internet, et télécharger ce fameux dossier de consultation pour pouvoir prendre connaissance du contenu du marché et de ce que l'acheteur public a, a exprimé comme besoin. Donc,
Généralement, un DCE, il est constitué de plusieurs pièces. Alors, il y a des pièces que vous allez retrouver systématiquement, hein. Un règlement de consultation, un CCTP, un CCAP, et puis des bordereaux de prix et très souvent l'acte d'engagement. Alors, on ne va pas rentrer en détail sur ce que sont ces différents documents, mais simplement sachez que le règlement de consultation, grosso modo, ce sont les règles du jeu du marché, hein. On va vous expliquer comment le marché va se dérouler, comment y répondre et de quelle manière vous allez être noté et évalué, hein, puisque c'est le principe de la commande publique, hein. Vous allez faire une offre et on va vous noter, et c'est l'offre qui arrivera première dans la notation qui sera attributaire du marché. Donc le règlement de consultation, c'est un élément important pour comprendre ce que vous avez à faire. Euh, Ensuite, le deuxième document le plus important, c'est le CCTP, hein, ce qu'on appelle le cahier de charge. Et c'est le document dans lequel l'acheteur public va exprimer et expliquer son besoin. Donc c'est à ce cahier de charge que vous allez devoir répondre en rédigeant souvent ce qu'on appelle un mémoire technique. Donc une offre commerciale dans laquelle vous allez expliquer comment vous allez répondre aux besoins exprimés par l'acheteur public. Ensuite, il y a un autre document qui est souvent joint dans le DCE, c'est ce qu'on appelle le cahier des clauses administratives et particulières. Et là, ce sont les conditions d'exécution du marché. On va vous parler de modalités de paiement, de modalités de pénalité également, de révision des prix, enfin tout ce qui concerne l'exécution du marché et notamment, alors vous allez peut-être être un peu moins concerné dans le cadre des marchés de travaux. Il y a tout un process de mise en œuvre et d'exécution du marché à suivre. L'autre document important, c'est le bordereau de prix, où là, vous allez avoir un document à compléter pour proposer votre prix, pour formaliser votre prix. Alors, ça peut être un bordereau de prix unitaire, ça peut être une décomposition du prix global et forfaitaire, et puis souvent des DQE, hein, qui sont des devis quantitatifs estimatifs qui permettent à l'acheteur public de comparer des différentes offres de prix entre les candidats. Donc là aussi, alors qu'est-ce que je peux dire sur les bordereaux de prix? C'est des documents qui sont contractuels, que vous devez compléter sans les modifier et bien être attentif à ne pas laisser de cases vides, par exemple, et bien remplir correctement ces bordereaux de prix. Enfin, le document qu'on retrouve très souvent, c'est ce qu'on appelle un acte d'engagement. C'est le contrat qui va être signé entre vous et l'acheteur public si vous êtes attributaire du marché. Donc voilà, grosso modo, les documents qu'on va retrouver généralement dans un DCE et qui vont vous permettre notamment d'évaluer et de décider si le marché public, si l'appel d'offres peut vous concerner et si vous avez éventuellement des chances de le remporter. Alors, tout ce process, bien sûr, il est toujours dématérialisé, il est mis en ligne sur des plateformes. Euh, S'il y a des points dans le marché, dans le DCE que vous ne comprenez pas, ou qui sont imprécis, vous pouvez toujours questionner l'acheteur public en l'interrogeant via la plateforme, hein, toujours via la plateforme. Vous pouvez poser des questions dans le profil acheteur. Euh, Alors, on a mis dans notre petit guide là, que je vous ai présenté en introduction une petite grille d'aide à la décision, hein, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui vous permet au moins de vous dire et de vous guider dans votre choix de réponse ou pas par rapport à un marché public. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser ou pas, mais en tout cas, ça vous donne un petit outil de décision qui peut être intéressant à utiliser. Alors, l'autre étape, l'étape suivante, c'est j'ai un marché, il m'intéresse, ou bien je peux répondre seul parce que j'ai toutes les compétences, les capacités requises, et que le besoin exprimé répond complètement à mon expertise. Donc là, je peux répondre seul, j'y vais, je télécharge l'ensemble des documents et puis je formule ma réponse. Ou bien vous pouvez vous dire, tiens, il me manque une capacité, il me manque une expertise, je peux répondre ou en groupement. Donc là, on va s'allier avec d'autres entreprises et créer ce qu'on appelle un GME, un groupement momentané d'entreprises, qui va vous permettre de répondre à plusieurs au marché. Ou bien vous pouvez décider d'utiliser un sous-traitant pour exécuter une partie du marché.
et du coup couvrir l'ensemble du spectre du marché et répondre à toutes les attentes de l'acheteur public. Donc même si vous n'êtes pas en capacité seul de répondre, vous avez toujours la possibilité de le faire à plusieurs. Alors après, comment décider si on répond en co-traitance ou en sous-traitance? Là, ça va dépendre un petit peu du cadre du marché et puis des compétences des uns et des autres. Là, il n'y a pas de réponse de prime abord, c'est vraiment au cas par cas où il faut décider de la forme de réponse. Ce que je peux dire sur ces deux procédures, c'est que alors, sur le groupement, il faut le constituer dès la réponse, hein, et expliquer à l'acheteur public comment il va fonctionner, qui va être le mandataire du groupement. Il faut désigner un mandataire et quels vont être le rôle des uns et des autres dans l'exécution du marché. En cas de sous-traitance, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Ou bien vous déclarez le sous-traitant lorsque vous déposez l'offre. Donc là, il va falloir simplement dire à l'acheteur public, ce marché, je vais sous-traiter telle et telle partie, et le sous-traitant va être en charge de telle et telle prestation. Ou bien vous pouvez également sous-traiter en cours de marché, hein. Vous vous rendez compte que en termes de planning, en charge de travail, vous n'allez pas y arriver. Vous pouvez demander l'aide d'un sous-traitant qui va être validé par l'acheteur public. Voilà un peu pour les différents types de positionnement qu'on peut avoir, seul en groupement ou en sous-traitance. Ensuite, la prochaine étape, c'est bien sûr de préparer votre réponse, où là aussi, il y a un certain nombre d'éléments à connaître et puis à comprendre dans la commande publique. Alors, une réponse à un marché public se décompose toujours en deux éléments, ce qu'on appelle la candidature et ce qu'on appelle l'offre. Alors la candidature, c'est ce que les entreprises trouvent souvent de compliqué, de complexe et de chronophage, hein. C'est toute la partie administrative à laquelle vous devez répondre en remplissant toute une série de formulaires. Donc aujourd'hui, la partie candidature, elle revêt souvent vous avez deux possibilités globalement, ou bien vous utilisez les formulaires qui sont proposés par Bercy, que vous connaissez peut-être, qui sont les DC1, la lettre d'engagement, le DC2 pour présenter les candidats, et le DC4 pour éventuellement présenter les sous-traitants. Ou vous utilisez un formulaire électronique qui s'appelle le DUM, alors qui n'est pas forcément très simple de prime abord à utiliser, mais qui reste une façon de présenter sa candidature qui est recevable côté acheteur public. Donc ce sont les deux types de présentation de la candidature, DC1, DC2 ou DUM. Et ensuite, l'acheteur public peut vous demander d'autres pièces pour que vous puissiez attester de vos capacités, notamment financières et techniques pour exécuter le marché. Ça peut être des attestations d'assurance, ça peut être des références, ça peut être la description des moyens techniques qui sont mis à disposition dans l'entreprise, ou ainsi de suite. Mais tout élément qui va permettre à l'acheteur de juger de votre compétence et de votre fiabilité pour exécuter le marché qui est concerné. C'est des pièces qui peuvent être demandées par l'acheteur public au titre de la candidature. La deuxième partie de votre réponse, c'est l'offre, hein. Donc l'offre, elle se décompose en deux gros éléments. La première, c'est votre offre technique, hein, comment vous répondez aux besoins. Donc là, il va falloir bien souvent rédiger ce qu'on appelle un mémoire technique ou une note technique, hein. Les noms sont divers et variés, où vous allez présenter votre process, les solutions que vous apportez pour répondre aux besoins, mais aussi vous allez expliquer le planning que vous allez mettre en œuvre, quelles sont les différentes étapes, les étapes de validation parfois, et vous allez aussi expliquer quelle équipe vous allez mobiliser sur le marché, en mettant en avant les compétences, l'expertise et l'expérience de vos collaborateurs pour montrer à l'acheteur public que vous avez toutes les capacités à répondre à sa demande, à son besoin. Ça, c'est pour la partie technique. Alors, de plus en plus, aujourd'hui, on va apparaître des cadres de réponse technique, hein. Donc, c'est grosso modo des formulaires où vous devez répondre dans un cadre bien précis qui commence à se développer, à se déployer dans les pratiques des acheteurs publics.
parce que ça leur permet de mieux comparer deux offres entre deux candidats et surtout de cadrer les réponses pour qu'elles soient vraiment dans le cœur du sujet et que l'acheteur public puisse vraiment analyser les offres de manière plus efficace et plus objective. Donc ça, c'est la partie technique. Ensuite, vous avez la partie financière, où là, bien sûr, vous allez devoir remplir, compléter votre offre de prix sur les documents qui sont fournis. Alors bien souvent, ces documents-là, enfin bien souvent, hein, vous n'avez pas le droit de les modifier. Si vous avez une DPGF ou un BPU, vous devez remplir les lignes, même si parfois c'est compliqué pour vous parce que vos prix ne se calquent pas sur les différentes positions qu'a formalisé l'acheteur public. Il va falloir les faire rentrer dedans quand même euh, pour que l'acheteur public puisse les comparer entre les différents candidats. Donc voilà, candidature, offre, dans l'offre mémoire technique et puis offre financière, et puis ensuite l'acte d'engagement qui souvent est demandé au dépôt, où on va vous demander de signer et de compléter un acte d'engagement qui sera finalement le contrat qui va être déposé, qui va être signé, pardon. Voilà, du coup, l'ensemble de ces éléments constitue votre réponse au marché public que vous allez devoir déposer sur une plateforme. Alors, quelques recommandations comme ça en vrac, hein, déjà, la vraie question, c'est de répondre aux besoins de l'acheteur public. Ne surtout pas faire de surqualité parce que vous allez être noté vraiment sur la réponse que vous allez apporter par rapport au prix que vous allez formuler. Ne transmettez pas trop d'éléments. L'acheteur public ne va analyser que les pièces qui ont été demandées. Donc pas besoin d'en faire trop et d'en rajouter de trop. Essayez vraiment de répondre le plus concisement possible à la demande qui est formulée. Je donne l'exemple des CV, par exemple, hein. Si on vous demande des CV de vos collaborateurs, essayez de ne mettre dans les CV que les expériences ou les compétences qui sont requises pour l'exécution du marché. Nous, on a vu des marchés où les CV de personnes faisaient 50, 60 pages et où toute la carrière était décrite. Mais non, ce qui est important, c'est de vraiment démontrer à l'acheteur public que les personnes, les collaborateurs qui sont engagés sur le projet ont les compétences et l'expérience pour réaliser les prestations demandées. Ça, c'est vraiment super important d'avoir ça en tête euh, pour vraiment essayer de récupérer le plus de points sur la notation que votre offre va avoir. Au niveau du prix aussi, fixer un prix juste. Un prix juste, c'est-à-dire un prix du marché. Les acheteurs publics sont souvent très bien informés du prix du marché. Donc là aussi, essayer d'avoir un prix voilà, qui est juste, hein, je ne peux pas vous dire autre chose. Sachez que les offres qui sont jugées anormalement basses peuvent être rejetées. Donc une offre qui décroche vraiment par le bas par rapport aux autres candidats, elle va attirer l'attention de l'acheteur et l'acheteur va revenir vers vous pour vous demander de justifier vos prix. Et à partir de là, si la justification elle tient la route, vous allez être remis dans la course. Mais si l'offre est jugée anormalement basse, vous allez être éliminé. Donc voilà, donc là aussi, soyez vigilants par rapport à ça. Et puis, dernier point sur ce que vous écrivez dans votre mémoire technique, hein, ne faites pas de fausses promesses parce que l'offre que vous formulez, elle vous engage. Et en contrepartie, s'il y a des éléments que vous ne pouvez pas réaliser, vous êtes susceptible de pénalités. Donc là aussi, il faut être vigilant par rapport à ça. L'offre, elle est engageante. Voilà sur la réponse. Alors, j'aurais pu développer un peu plus, mais vu le temps qu'on a ce matin, je vais m'arrêter là. La prochaine étape, une fois qu'on a formulé sa réponse, qu'on a rédigé son mémoire technique, qu'on a l'ensemble des documents qui sont prêts à être envoyés, il va falloir déposer la réponse sur la plateforme. Alors, depuis 2018, je vous l'ai dit, on est en dématérialisation, en full démat sur la partie marché public au-dessus de 40 000 euros.
Les candidatures au format papier aujourd'hui sont déclarées régulières. Euh, Seule possibilité de déposer en papier, c'est de déposer une copie de sauvegarde. Alors ça, c'est encore autorisé chez certains acheteurs. Vous pouvez déposer une copie de sauvegarde. Là aussi, les conditions de dépôt de cette copie de sauvegarde sont expliquées dans le règlement de consultation. C'est très peu pratiqué de ma connaissance par les entreprises, mais en tout cas, c'est une possibilité qui vous est laissée. Mais ça ne vous épargne pas de déposer l'offre sur le profil acheteur. Euh, donc, concernant le profil acheteur, quelques recommandations tout de même, hein. Alors, il y a plusieurs plateformes qui existent, il y a plusieurs prestataires qui fournissent des profils acheteurs. Donc, nous, ce qu'on recommande toujours aux entreprises qui démarrent, c'est de se familiariser avec le profil acheteur sur lequel vous allez répondre. Tous les profils acheteurs aujourd'hui ont obligation de proposer à leurs utilisateurs un test sur les prérequis techniques, hein, donc de vérifier que votre ordinateur soit bien compatible avec la plateforme. Ça, c'est la première des choses. Et vous propose également des consultations de test. Donc, vous pouvez vous entraîner à déposer des plis de manière, on va dire, fictive pour vous entraîner à la prise en main de la plateforme. Donc, ça, on vous recommande vraiment de le faire parce que ça peut vous faire gagner un temps fou au moment du dépôt de l'offre. Si vous appréhendez l'ergonomie de la plateforme, comment télécharger les fichiers, donc c'est vraiment important de le faire en avant pour éviter d'être dans le stress et de pas réussir à déposer à temps. Aujourd'hui, beaucoup d'acheteurs publics demandent ce qu'on appelle une signature électronique. Donc là aussi, il faut un petit peu anticiper et acquérir cet outil, hein, de signature électronique. Alors, il y a pas mal de prestataires qui existent, notamment en vous adressant à votre chambre de commerce ou souvent à votre expert comptable ou votre banquier, vous allez pouvoir acquérir cet outil. Là aussi, pareil, avant de déposer une offre, essayez de vous entraîner à utiliser ce certificat électronique sur la plateforme. Les, les process ne sont pas toujours les mêmes selon le type de signature qui est exigé. Euh, Anticiper la date de remise des offres, ça c'est important. En marché public, une fois que le marché est publié, bah, c'est un chronomètre qui démarre et vous avez une date et une heure limite à laquelle vous allez devoir déposer votre offre pour qu'elle soit recevable. Donc il ne va pas falloir dépasser cette date et cette heure limite. Il y a eu beaucoup de jurisprudence sur le sujet, hein. Même une offre déposée une seconde après la date limite, elle est jugée irrecevable. Donc anticiper pour éviter des problèmes de connexion Internet parce que on n'est jamais à l'abri de ce type d'incident. Donc vous ne prenez pas la dernière minute pour déposer vos offres. Sachez également que si vous déposez une offre et que vous vous êtes rendu compte qu'il vous manque une pièce ou qu'une pièce, vous n'avez pas déposé le bon fichier, hein, puis ça peut arriver, vous pouvez redéposer. C'est toujours le dernier dépôt qui est pris en compte par l'acheteur public, à condition bien sûr d'avoir redéposé la totalité du marché. Vous ne pouvez pas compléter une offre que vous avez déposée parce qu'il vous manque un fichier. Il va falloir à chaque fois redéposer la totalité des fichiers. Et dernière recommandation sur le dépôt, hein, vérifier souvent le format, la taille et le nommage des fichiers. Parfois, dans les règlements de consultation, on vous explique comment nommer les fichiers, quelle taille ils peuvent avoir et quel format, notamment sur les bordereaux de prix. Nous, ce qu'on recommande souvent, hein, les bordereaux de prix bon, sont proposés en Excel. Mettez votre bordereau de prix en Excel, mais mettez-le aussi en PDF en Excel parce que ça va permettre à l'acheteur public de le retravailler. Et puis en PDF, ça va permettre aussi entre guillemets, de fixer le prix et d'éviter qu'il y ait quelque chose une cellule qui saute ou quoi que ce soit. Donc mettez toujours Excel et PDF pour les bordereaux de prix. Voilà sur les quelques recommandations succinctes sur le dépôt de la réponse. Une fois que vous avez déposé votre réponse, qu'est-ce qui va se passer? L'acheteur public il va analyser votre offre, hein. Il va vérifier déjà que votre offre soit recevable. Alors sur la recevabilité, il y a plusieurs éléments qui vont être analysés. Déjà, il va vérifier que si l'offre est complète ou pas. Si l'offre est incomplète, il va pouvoir la déclarer irrégulière. Euh,
aujourd'hui, le Code de la commande publique permet un certain nombre de régularisations. Alors, si, bien sûr, s'il manque un bordereau de prix ou s'il manque le mémoire technique, bah là, vous n'allez pas pouvoir être repêché, entre guillemets. Mais s'il manque un DC1 ou DC2, l'acheteur public va vous demander simplement de renvoyer la pièce pour rendre l'offre régulière. Alors, sachez que cette régularisation, elle n'est pas obligatoire, mais globalement, aujourd'hui, les acheteurs publics bah, le proposent systématiquement aux entreprises si une pièce est oubliée. Dans le cas de la recevabilité, on va également, enfin l'acheteur public va aussi vérifier que l'offre réponde aux besoins. Si votre réponse ne répond pas aux besoins exprimés, bah, il va classer votre offre comme inappropriée et elle va pas être analysée. Et enfin, le dernier cas de figure, c'est le cas où le prix qui est proposé excède le budget qui est prévu, hein. Donc là aussi, parfois, on ne connaît pas le budget de l'acheteur public sur le marché, mais sachez que si votre offre de prix dépasse le budget prévu, ou souvent le dépasse largement, votre offre va être classée d'inacceptable. Parce que, voilà, parce que l'acheteur public n'a pas les moyens de se payer votre prestation. Donc ça, c'est sur la recevabilité. Ensuite, bah, il va y avoir une évaluation qui va être faite sur votre proposition. Aujourd'hui, on parle de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. Euh, Comment ça fonctionne? Ben, en fait, le Code de la commande publique aujourd'hui interdit de évaluer uniquement sur le prix. À part pour un certain nombre de produits standards qui seraient standards. Mais sachez que ça aussi, ça va changer, puisqu'à partir de 2026, on va avoir deux critères d'évaluation obligatoires, à minima un critère prix et un critère environnemental. Donc l'ensemble des marchés vont être notés sur une note environnementale. Et il y aura forcément à minima deux critères qui seront évalués. Pour revenir sur l'évaluation des offres, bah, c'est une pondération entre des critères techniques et des critères financiers. Les critères d'évaluation sont toujours indiqués dans le règlement de consultation. Vous allez toujours avoir la pondération, hein. Aujourd'hui, sur des marchés, que ce soit des marchés de prestations intellectuelles ou autres, on est souvent sur des critères techniques autour de 70% et des critères prix 30%. Certains marchés, le critère technique est encore mieux, plus évalué que le prix. Et d'autres marchés, on est sur du 60-40, hein. Voilà, c'est à peu près les fourchettes entre 60-70 pour la technique et 30-40 pour le prix. Ces critères, ils doivent être le plus objectif possible. Il doit être précis et toujours lié à l'objet du marché. Alors ça, c'est important, notamment sur aujourd'hui le sujet des critères environnementaux, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la commande publique se verdit. Les acheteurs publics ont des obligations aujourd'hui d'intégrer des critères environnementaux dans leur marché, que ce soit au titre de l'exécution du marché, mais aussi sur des clauses liées à l'objet du marché, par exemple. Euh, mais l'ensemble des éléments environnementaux qui peuvent vous être demandés vont toujours devoir être liés à l'objet du marché. Un acheteur public ne pourra jamais, par exemple, noter la politique RSE d'une entreprise, mais devra noter les moyens que l'entreprise va mettre en œuvre pour rendre l'exécution du marché plus, entre guillemets, plus verte. Donc ça, c'est un élément important. Et sachez qu'à partir de 2026, 100% des marchés publics contiendront des clauses et des critères environnementaux. Donc là aussi, essayez d'anticiper tous ces sujets-là, parce que ça va devenir la clé d'entrée sur les marchés publics. Ouais, bah, je l'ai rajouté, hein. À partir de 2026, l'évaluation des offres se fera obligatoirement contenir un critère environnemental. Euh, Enfin, la dernière étape, bah, c'est la formation de candidats. Alors là aussi, sachez que l'acheteur public a obligation d'informer les candidats, autant les candidats retenus que les candidats non retenus. Si vous êtes non retenu à un marché,
l'acheteur public doit obligatoirement vous communiquer le nom du candidat de retenue, le montant auquel le marché a été attribué et la note et classement de l'offre, de votre offre en fait, hein. Derrière ce courrier d'information, vous pouvez toujours demander des précisions pour connaître un petit peu quelle a été la faiblesse de votre offre ou sur quoi vous avez vraiment péché. Euh, et aussi demander sur quoi le candidat retenu a été meilleur que vous et plus performant que vous, sur quelle partie technique par exemple. Euh, pour le candidat retenu, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez rentrer dans un circuit de signature du marché où parfois on va vous demander des pièces complémentaires, des pièces administratives complémentaires. Et une fois que le marché sera signé, bah, il sera notifié, puis vous pourrez démarrer l'exécution des prestations. Voilà, alors je suis allé un peu vite, j'ai essayé de tenir le temps, hein. Bah, il est 11 heures pile, parfait. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que bien entendu, on reste à disposition, on a des outils. Bah, le guide que vous voyez affiché à l'écran, c'est le guide sur lequel je me suis appuyé pour ma présentation. Donc, vous pouvez le télécharger sur notre site internet. Vous pouvez également ben, vous inscrire et consulter la plateforme Apogée, qui reste un outil très utile pour démarrer et puis pour connaître un petit peu les opportunités de marché à l'échelle du Grand Est, je le précise. Et puis ensuite, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on a un site qui s'appelle commandpublic-grandest.fr, sur lequel vous allez notamment retrouver l'ensemble des agendas des manifestations auxquelles vous pouvez vous inscrire et participer, que ce soit des ateliers, des webinaires ou bien des rencontres acheteurs, hein. Donc, à titre d'exemple, demain, on organise une grosse rencontre acheteur à Schiltigheim avec les bailleurs sociaux alsaciens. Donc on aura je crois, 13 bailleurs sociaux alsaciens qui seront là pour rencontrer des entreprises, essentiellement des entreprises de travaux, sous format de speed meeting. On a une soixantaine d'entreprises qui seront présentes et on a organisé près de 130 rendez-vous qui vont permettre à des entreprises de se présenter à ces bailleurs sociaux bah, pour leur faire connaître leur expertise, leurs compétences, sur les besoins que pourraient avoir ces donneurs d'ordre. Donc des rencontres acheteurs, on en organise entre 10 et 15 chaque année. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur le site et à vous inscrire aussi à la newsletter pour être informé des événements qui arrivent. Et puis à vous retourner vers vos interlocuteurs au niveau des jets, hein, que ce soit Julien, Guillaume ou d'autres. Si vous souhaitez plus d'informations sur les marchés publics, on est là aussi pour vous accompagner sur ces sujets-là et pour vous aider à comprendre l'environnement et éventuellement aussi à identifier des opportunités qui pourraient être intéressantes pour vous. Donc voilà, moi j'en ai terminé. Je ne sais pas, Julien, si tu veux reprendre la main. Oui, merci. Tout d'abord, est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'on a un peu Si vous avez dépassé le des timing. questions, ouais. Ouais. Là, juste, peut-être juste le QR code. Pour ceux qui sont encore là, au pire, je vous enverrai un petit mail récap avec la présentation. Et puis le QR code, qui est juste un questionnaire qui vous prendra 5 minutes sur votre connaissance des marchés publics, un peu de manière générale, comment vous les appréhendez, pourquoi vous répondez à un marché public. Voilà, je crois que c'est une dizaine de questions, il faudra juste 5 minutes pour un peu derrière mieux, si vous voulez, optimiser cette présentation et voir derrière, vous proposer peut-être d'autres webinaires un peu plus poussés sur des sujets ou sur des thématiques bah, dont vous posez des questions, hein, tout simplement. Du coup, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à enlever le micro si vous souhaitez poser une question directement, il n'y a pas trop de soucis. Comme dit, voilà, là, il y a le QR code à l'écran, donc n'hésitez pas à répondre au questionnaire. Comme dit, ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay assez rapidement. Je vous enverrai le lien aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à poser quelques questions au cas où. Ah, une question du coup, Stéphane, quelles sont les meilleures sources de veille, à part Apogée? Bien sûr, Alors, Apogée, sur les meilleures sources de veille aujourd'hui, bah, alors moi je vais parler de la plateforme Apogée, mais qui reste à l'échelle du Grand Est. Autrement, il y a pas aujourd'hui d'outils à l'échelle nationale qui permet de surveiller l'ensemble des marchés. Donc, bien souvent, il va falloir passer par un prestataire, hein, un prestataire de services qui propose des solutions de veille, appel d'offres. Alors, il y en a pléthore sur le marché.
Vous n'allez pas avoir trop de difficultés à en trouver. Voilà, il y a des gens comme Vector Plus, comme France Marché, comme Tenders Page, enfin voilà, il y en a plusieurs. Euh, mais moi, je dirais aujourd'hui, si vraiment vous êtes concentré sur le Grand Est, Apogis, c'est un bon outil. Je pense qu'il vous permet quand même d'avoir une bonne vision de ce qui se passe. Après, si vous souhaitez avoir un outil plus puissant à l'échelle nationale, il va falloir vous tourner vers des prestataires type Vector Plus ou Tenderspage, par exemple, ou d'autres, hein. Alors, je n'ai pas tous les noms, Double Trade le fait aussi, il y a Wanao, enfin, il y en a pas mal. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas l'impression. Ok. Du coup, les évolutions pour cette année, Stéphane, niveau marché public en 2025, j'ai vu que tu as parlé en 2026 pour tout ce qui est les clauses. Est-ce qu'il y a d'autres choses 2025 de prévu? Alors, on sait qu'il y a des décrets qui sont sur la table sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, en l'absence prolongée de gouvernement, il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises. Donc voilà, a priori, il y a pas de révolution. Euh, voilà, les vrais sujets aujourd'hui, c'est l'intégration des clauses environnementales dans les marchés, qui reste un enjeu et pour les acheteurs publics, hein, puisqu'ils ont des obligations par rapport à ça, et ils ne peuvent pas y couper, mais qui sont aussi parfois être ressentis comme des contraintes pour les entreprises. Mais en tout état de cause, en 2026, on aura des clauses environnementales dans tous les marchés. Donc ça, il faut s'y préparer, que ce soit des marchés de prestations intellectuelles, de travaux ou de fournitures. Voilà. Mhm. Aujourd'hui, ça, c'est les tendances, ça, c'est ce sur quoi on est sûr. Après, il y a toujours des discussions autour de sujets comme le relèvement des seuils pour les achats de gré à gré, de relèvement des seuils pour les achats d'innovation. Voilà, donc, mais ça, aujourd'hui, on n'a pas de lecture sur ce qui va être décidé ou pas, quoi. Ok, bah, merci. Bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Bah merci beaucoup Stéphane, hein, pour ton temps, cette Bah, de présentation rien. très Comme je disais, le riche. support vous sera diffusé et puis faut pas hésiter à revenir vers nous, hein. Oui. Il y a pas de souci, on est à disposition. Ouais, n'hésitez pas, je mettrai aussi les coordonnées de Stéphane, hein, dans le mail au cas où vous souhaitez lui poser quelques questions. Voilà, bah écoutez, bah merci à tous, bonne journée, merci Stéphane. Et puis bah Merci Jérémy, à tous, bonne journée. tu fais l'enregistrement. Merci à Au vous, bonne revoir. journée. Au revoir.